Bonjour, mon travail aussi dans cette chaîne, c'est de vous faire relire ou alors revoir certains aspects que je trouve intéressants. L'acteur aujourd'hui, c'est Madame Magadio. Elle est responsable des commerçantes de Mbopi et du littoral, ou alors du Vouri en général. 5 aspects m'ont intrigué dans sa sortie. 1, c'est une intellectuelle qui s'est couvert du manteau dans le milieu où elle évolue. Quand vous l'entendez, et c'est l'impression que j'avais jusqu'ici, je me disais qu'elle n'avait pas fait les études, mais pourtant elle a fait les études. Elle a eu également la grâce à côtoyer le monde professionnel. Donc, sa façon de s'exprimer, sa façon de se vêtir, c'est un choix stratégique peut-être pour des besoins économiques. Mais au-delà, elle est une femme également qui a un capital financier considérable et qui dit vouloir travailler pour rendre le grand nombre heureux, mais dans son approche, semble être capitaliste. Je m'explique. Les raisons pourquoi elle ne milite pas dans une formation politique sont établies dans la vidéo qui va suivre. Et elle estime que par le passé, c'est grâce à son mental de savoir s'apprécier et ses propres valeurs qu'elle a eu à avoir du mal à partir à la fois avec l'administration et également les membres de ces syndicats. Sinon, sa bravoure est ce qui m'est accroché à cette interview jusqu'à la fin. Je vois une femme qui veut se relever, qui se relève, mais qui en quelque peu manque un aspect où elle pense qu'elle est en train de servir. On ne peut pas servir si on ne peut pas également être un bon élève. Les formations politiques ont cet objectif-là. Vous allez me citer les exemples de Macron qui n'ont jamais milité dans une formation politique, qui ont réussi à faire. Bref, ils sont nombreux, mais la discipline des formations politiques aide les uns et les autres à mesurer leur tempérament. Et vous allez voir le plus souvent, les leaders qui n'ont pas milité pendant longtemps dans les formations politiques, même s'ils arrivent au pouvoir, ils n'ont pas cette capacité-là de savoir écouter. Bref, ce que j'appelle emotional intelligence. Il en est pour beaucoup dans les formations politiques. C'est ce qu'on apprend, bref, dans la formation politique. Savoir quand on dit quoi, savoir quoi n'est jamais dit, et savoir qu'on n'est pas obligé de toujours dire ce qu'on ressent. Tant que vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas en devenant leader que vous allez le comprendre. Bref, écoutez la dame, et c'est toujours un plaisir de lire votre commentaire, votre point de vue. À très bientôt. Alice Magadio, présidente du syndicat des commerçants détaillants du Vouri, c'est le département du Vouri dans la région du littoral, il faut le dire. Alors, parlez-nous de votre ascension au poste de présidente du SYCODEF. Effectivement, comme je vous l'ai dit, j'étais presque tacitement porte-parole de ASCODIM. ASCODIM étant l'association des commerçants dynamiques du marché Mbopi. Un jour, nous avons réalisé que moi-même, je commençais parce qu'il y avait des dissidences, il y avait eu un problème réel dans l'association où les membres du bureau de l'époque demandaient aux commerçants d'apporter leurs attributions pour qu'on ait harmonisé avec les attributions du marché central. Moi, j'ai décelé en ça une grosse arnaque parce que on ne peut pas harmoniser les attributions d'un marché construit par les individus eux-mêmes, qui plus est une zone de recasement, parce qu'on les a déguerpis ailleurs avant de les installer là-bas. Ils étaient, pour l'histoire, ils étaient déguerpis d'où? De Yopoué, de Beach et du marché Besseke. Quand on a voulu agrandir le port autonome de Douala, il a fallu des espaces, et tous les opportunistes qui étaient aux alentours, y compris le marché Besseke, que beaucoup connaissent, étaient déportés pour ce site qui appartiendrait à l'État, qui appartient d'ailleurs à l'État. Et comme la loi sur les prescriptions décennales demandait, ce n'est pas comme aujourd'hui où un matin on déguerpit les gens sans jamais leur dire où est-ce qu'ils devraient aller. Avant, il y avait un peu de déguerpissement. On recasait a priori les gens, surtout ceux qui ont fait plus de 10 ans quelque part. Je me rappelle que dans la loi, il y avait ce qu'on appelait prescription décennale. Donc l'État tenait compte du fait que les gens s'établissent plus ou moins bien sur des espaces, mais ce sont des citoyens appelés à vivre. Donc je le dis pour critiquer cette façon dont un matin on croit qu'on a déguerpi tout un quartier sans jamais dire où est-ce que les gens vont s'amener. Donc le marché Mbopi, en 78-79,
émane donc de ces déguerpissements et de ces recasements. Et l'État du Cameroun était aux manettes parce que c'est le sous-préfet Melo. Si vous partez dans les bureaux des sous-préfets Douala premier, là, vous allez voir le tout premier nom au début, là, c'est Melo, avec la suite qui vient là. C'est ce sous-préfet Melo, là, qui était en charge de partager ces lopins et qui leur donnait des attributions à titre définitif. Donc, ce qui a fait encore mon aura au marché, c'est dans cette machination de déceler une arnaque. Oui, je leur ai dit non, c'est pas commode, vous ne devrez pas harmoniser vos attributions à celui du marché central qui est une œuvre faite par l'État, c'est la maison de l'État, vous êtes des locataires là-bas et vous êtes des attributaires ici. Donc faites gaffe, vous ne pouvez pas... le bureau soutenait le fait qu'il fallait donner et ajouter un certain 60 000 francs pour... Je dis, mais... Imaginez que Ngango a signé ton BPC. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est celui qui signe les BPC. On vous dit apportez vos diplômes d'antan là. Parce que et qu'on harmonise, ça n'a pas de sens. L'administration est continue. Donc c'est ce discours que je tenais pour dire faites attention, on est en train de... Parce que quand vos discours étaient entendus. Voilà, parce que c'était... une façon subtile de vouloir déposséder ces gens-là de leur boutique. Et là, on utilisait le bureau des commerçants pour y parvenir. Donc, ce qui fait que cela, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que je deviens président de SICODEF. Tout à fait. Oui, SICODEF, nous l'avons même combattu à un moment donné parce que ceux qui parlaient de SICODEF étaient ces gens-là qui voulaient nous faire récupérer notre pauvre patrimoine qui est le marché Mbopi. C'était les collaborateurs de l'État. Nous avons mis sur pied Ascodim parce que nos patrons ne voulaient pas nous... Pas pour comprendre, a priori, SICODEF, on ne le connaissait même pas. Donc, c'est parce que l'autre bureau des commerçants qui faisait des manigances, on s'est désolidarisé, on a créé d'autres associations, vu la liberté d'association. Et finalement, les commerçants se sont tous rués sur cette nouvelle association créée. Quand le parent pauvre, celui-là même qui n'était pas légalisé parce que tout ce qu'il disait association avant n'avait pas l'existence légale. Quand ils se sont rendus compte que nous avons créé une existence légale, ils se sont donc réfugiés maintenant à l'intérieur d'un certain SICODEF qui existait déjà et qui avait été créé. Et j'étais en classe de 5e quand on mettait sur pied SICODEF. Quand je dis nous avons combattu SICODEF, c'est parce que ceux-là ont pris SICODEF pour vouloir continuer leurs besoins parce qu'ils se sont rendus compte que nous avons Ascodim qu'ils n'ont pas. Alors, il fallait combattre SICODEF. Comment je deviens présidente de SICODEF? Je dois rendre hommage à une radio de la place qui m'invite à une émission comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et pendant que nous sommes en train de parler bâton rompu, je m'indigne. Je dis, mais qui est donc ce monsieur qui a mis sur pied ce SICODEF-là? Le SICODEF rame aujourd'hui à contre-courant des intérêts des commerçants. Est-ce qu'on peut parler d'un syndicat pour truander plutôt les commerçants au lieu de défendre les commerçants à l'intérieur de ce syndicat? Par bonheur, Monsieur Kofi Jean Rousseau, on l'appelait Maître Kofi, peut-être parce que sa femme était notaire, paix à son âme, c'est lui qui a mis sur pied SICODEF, il était à l'écoute donc de cette émission. Et le lendemain, il est venu me chercher au marché Mbopi avec son avocat qui est au barreau du Cameroun, Maître Njemeni. Les deux patriarches sont venus dans ma boutique, me disent, Madame, nous vous avons suivi. On vous a diabolisé avant, nous croyons que vous étiez contre le syndicat. Mais si c'est ce que j'ai entendu à la radio là, nous voulons plutôt des personnes comme vous pour redynamiser ce syndicat. C'était quelle radio? C'était Equinox. Et l'émission était passée à 14h à l'époque. Je ne sais pas si cette émission passe encore. Et il a donc dit, voilà pourquoi nous sommes venus vous voir pour dire que nous avons plutôt besoin de gens comme vous. Voilà mon entrée dans le syndicat. Et puis après, il dit, il faut qu'on fasse des élections. Je ne connaissais même pas le mot syndicat pour tout vous dire. Enfin, je savais que le syndicat existait, mais ce n'était pas ça. Je défends les commerçants partout et avec ou sans organes. Donc,
C'est le learning by doing. J'apprends et je lui pose des questions. Mais papa, vous voulez que je sois je viens travailler dans le syndicat. Comment ça va se passer avec ces gens qui sont en face de nous, prêts à nous égorger même? Comment ça va se passer? Organisez donc les élections. Et là, maintenant, on va avoir un nouveau bureau, un 109, et on va redynamiser. Parce que lui, il m'avait fait nettement la différence entre un syndicat et une association. Je me rappelle qu'il me disait, vous êtes dans l'association Ascodim, elle est dynamique, c'est vrai, elle est très dynamique, mais vous êtes à la merci d'un préfet. Un matin, il peut ne pas être content et suspendre votre association. Alors que le syndicat, c'est une emblème. On ne peut pas faire taire un syndicat dans un pays. Donc, ça fait partie des armoiries même de l'État. Donc, il m'avait sorti un de ces jargons vocabulaires qui me flattait. Et qui vous séduisait davantage. Et du coup, il a lancé des élections. Les élections qui étaient plus ou moins bien faites, mais toujours est-il que ce jour-là, il y avait 16 marchés déjà fédérés dans le syndicat. Et c'est la première fois que j'ai appris qu'il y avait un système papal dans les élections. Parce que nous sommes arrivés, il ne devrait pas avoir de candidats. On a dit, vous êtes là et vous connaissez. Vous connaissez le dynamisme de chacun de vous. Prenez vous-même des papiers et que chacun de vous écrit celui qui entend. Ça, c'était les présidents des marchés. Celui qu'on peut, c'est le père lui-même. À qui on peut confier le destin du syndicat. Le destin du syndicat. Et c'est alors que j'ai gagné cette élection à près de 83%. Presque à l'unanimité. Donc 83%, c'est quand même pas l'unanimité parce qu'il doit avoir une petite fibre qui va constituer la dissidence après. Donc on a beau être dynamique, il y a toujours des gens qui font des pesanteurs et puis qui nous tirent en arrière. Voilà comment j'entre au syndicat et je commence à travailler, à donner tout ce que j'ai à donner pour pouvoir défendre les commerçants avec les deux casquettes désormais à l'intérieur du marché par l'association, pour tous les autres marchés par le syndicat. Jusqu'à ce que votre syndicat regorge combien de... Aujourd'hui, on est à l'enjeu de plus de 30 marchés de la ville de Douala et dont plus de 45 000 membres ou 50 000 parce que nous, comme je l'ai dit avec le BIT, j'ai discuté avec le BIT sur la forme de syndicaliser le secteur informel. C'est la chose la plus difficile parce que les autres secteurs ont juste des contrats d'adhésion pour le syndicat. Quand vous recrutez dans une entreprise, on vous dit qu'il y a déjà un syndicat là-bas et on retient vos cotisations syndicales à la base et tout ça. Ben, chez nous, par contre, il faut dire à quelqu'un ce que c'est que le syndicat, qui est plus ou moins bien, il est même prêt à écouter. Donc c'est un peu comme on flatte les enfants. Vous avez mené une campagne de sensibilisation. Est-ce que depuis que vous êtes là, il y a eu une hausse du nombre d'adhérents? Bien sûr que oui. Quand je vous dis que le premier jour où je faisais les élections, on était un enjeu de 16 marchés qui s'étaient fédérés ce jour-là. Et aujourd'hui, on est à 32 marchés précisément. Donc, ça veut dire que désormais, nous ne fédérons pas, moi, je ne syndique pas les individus, je syndique les associations des commerçants. Parce que ce combat, il est difficile d'être un combat d'individus. C'est vrai, nous défendons les causes individuelles et c'est généralement des cas d'école parce que ce qu'on fait à un individu quelque part comme abus peut être un cas d'école pour un autre nombre de commerçants. Donc voilà, nous défendons, nous faisons même le bonheur des gens malgré eux. Certains ne comprennent pas la nécessité, mais pour d'autres qui sont organisés, parce que le BIT, comme je le disais, travaille avec nous et nous donne la latitude de syndiquer même les gens même les organes, les regroupements bien constitués, même s'ils n'ont pas encore une existence légale. Je me rappelle que c'est nous qui amenons d'autres commerçants, d'autres marchés à créer leur association et pour avoir une existence légale et pour avoir une personnalité morale à travers laquelle ils peuvent défendre leurs intérêts. C'est un travail de longue haleine. Une trentaine de marchés et combien d'associations environ? C'est une trentaine d'associations. Ah d'accord, chaque marché, à chaque marché, une association. Association de commerçants, pas marché. Oui, les associations des commerçants que nous syndiquons. Alors comment vous parvenez à gérer plus de 45 000
commerçants? Justement, avec des points focaux. Directement, le président du marché qui s'est affilié avec nous est le point focal de ce marché-là. Et je vous ai dit que quand un marché a un problème particulier, il notifie le syndicat. Et nous nous déportons là-bas pour pouvoir écouter davantage, pour pouvoir faire des parallèles et pour pouvoir peut-être saisir les autorités qu'il faut par rapport à ce problème-là. Donc, à la base, il faut qu'un président de marché ait posé un problème pour que nous nous intéressions à ce problème-là. Est-ce qu'on peut un peu éplucher quelques problèmes résolus par votre syndicat? Vous n'avez qu'à faire un vox pop dans les marchés comme Cité des Palmiers, comme les marchés de Madagascar. Et dernièrement, quand ça me revient en date que on avait scellé la boutique du président même du marché parce que la communauté urbaine que j'aime pas trop parler de là maintenant parce que c'est un long débat et que s'il faut parler de ces gens-là avec tout ce qu'ils font comme du mal aux commerçants à travers le fameux régisseur dont nous ne connaissons pas quel est le parcours académique de ces gens-là. Donc on avait scellé cela et puis ça a fait que spontanément les femmes, puisque c'est elles qui prédominent dans les marchés, ont fait une marche vers les autorités à Bonanjo. Ils ont crié leur ras-le-bol et puis tout ça. Et il fallait maintenant que nous rencontrions rapidement des autorités pour faire arrêter cette hémorragie qui devrait être là-bas. Vous avez réussi à le faire? Les problèmes du marché Mbopi, par exemple, l'éternel problème... Vous avez réussi à arrêter ce problème? Bien sûr que oui. C'était scellé? On essaye comme on peut et Dieu nous accompagne parce que l'intention est bonne. Alors, vous parlez des problèmes du marché Mbopi, mais je voudrais qu'on évoque un peu les problèmes des commerçants en général. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les marchés, Sandaga, Mbopi, marché central, un peu partout, même dans le Cameroun. Est-ce que c'est les mêmes problèmes? Quels sont les problèmes les plus récurrents qu'on rencontre, que les commerçants? Certains métiers sont innés en soi. Ouais. Vous avez le talent depuis de la vente. Oui, depuis l'enfance. Et c'est même ce qui va motiver que je change de branche dans l'enseignement général que j'avais, que je faisais. Et au secondaire, j'ai pris maintenant l'école commerciale pour faire à la fin un BTS en comptabilité et gestion d'entreprise, comme vous l'avez si bien dit. Donc, depuis la classe depuis même le cours moyen, j'essayais de vendre tout ce que je vendais, d'abord pour le compte de ma mère, de ma grand-mère, mais après, j'ai commencé à vendre pour mon compte même depuis la classe de 6e. C'est-à-dire, en vacances, je vendais tout ce que on pouvait vendre, les arachides surtout, les avocats, quand c'est la période des avocats, les mangues, non pas des mangues parce qu'on n'en a pas assez chez nous, je voulais dire les bananes, quand c'est la période, quand on en a de mieux, je m'en vais vendre, on se balade pour vendre les colas même, donc ça veut dire que tout ce que je vendais, curieusement, et c'était, je le faisais aisément au point qu'à partir de la classe de 5e, personne n'a plus jamais payé ma scolarité en dehors de moi-même. J'ai dit à mon père, c'est pas la peine, voilà ce que j'ai eu pendant les vacances, ça paye ma scolarité. Heureusement, à l'époque, l'école n'était pas autant chère. Aujourd'hui, il y a les slogans que l'école est moins chère au Cameroun, mais en réalité, l'école est très chère. Parce qu'à l'époque, on payait 3500 de pensions au CS, et puis les livres ne s'échangeaient pas comme des couches des enfants, comme ça se fait aujourd'hui. On pouvait prendre les livres de nos aînés qui sont passés en classe supérieure et du coup, ce n'était pas si cher l'école comme ça. Donc, je me bats comme ça, toutes les vacances et même quand j'étais
ici au centre universitaire de Douala. Si vous partez au marché des dos, les mamans qui sont les vieilles, les plus anciennes là vont me reconnaître parce que j'étais assez bruyante dans les vacances là-bas et mon commerce aura évolué parce que je vendais les arachides préparés sur le plateau, je me promenais avec, mais plus tard, je commençais à venir au marché des dos acheter un sac d'arachides très tôt le matin, 4 heures parfois du matin, pour le vendre aux autres petits-enfants qui iront revendre. Et j'étais déjà dans le sillage du demi-gros. Je n'avais pas un nom à ce que je faisais, mais je le faisais aussi naturellement. Arrêtons-nous un temps soit à ce niveau pour savoir quel est le regard que des jeunes comme vous portaient sur vous au moment où vous faisiez ces activités-là. C'était de l'admiration, c'était un regard condescendant. Racontez-nous un peu comment c'était perçu. C'était, je pourrais dire, indifférent pour les jeunes. C'est beaucoup plus les mamans et les aînés, les papas qui admiraient, qui se disaient, ben, si j'avais un enfant qui se battait, les mamans du marché ne tarissaient pas d'éloges pour nous autres et apitoyaient leurs enfants qui ne savaient pas faire comme nous faisons. Mais les enfants étaient presque indifférents à ce que nous faisions. Mais ça devenait intéressant à la rentrée quand on peut s'acheter. Et je me rappelle, il y avait un jean qu'on appelait jean tonne et on l'achetait à 18 000 francs. Et quand j'ai pu cette année-là avoir de l'argent, acheter mes fournitures scolaires, acheter tout ce que j'ai jusqu'à m'offrir ce jean-là, c'était, tous mes amis admiraient, on se demandait comment est-ce qu'elle fait, comment elle doit avoir un parent très riche, elle doit avoir donc. Finalement, elles admiraient le résultat. Et ça vous motivait davantage? Ça me motivait davantage parce que je peux dire que c'est une nature à moi. Je n'aime pas l'assistanat. J'aime assister les gens sans aimer qu'on m'assiste. Donc l'autonomie qu'on prône tant aujourd'hui, là, j'ai toujours souhaité l'être et Dieu m'accompagne dans mes désirs d'autonomie en tant que femme. Bon, quand après le secondaire, après tout ce marché-là, j'ai obtenu le BTS en 1992 où la crise battait son plein au Cameroun. Il faut convenir avec moi que quand nous on faisait ce BTS-là, on se voyait cadre d'entreprise, on se voyait chef comptable partout, donc on se vantait presque. Est-ce qu'en ce moment-là, une carrière dans le commerce ne passait pas dans votre esprit? Non, le commerce pour moi était complémentaire. Ma carrière dans l'esprit était obtenir ce BTS, travailler aussi dans l'entreprise comme les autres. Ou dans l'administration publique. Peut-être dans l'administration, j'ai souvent dit, et pour blaguer que, pas pour blaguer, mais je suis sérieuse, j'ai fait l'INSET. C'est-à-dire, après mon BTS, il fallait l'étude de dossier sous-titre pour entrer à l'INSET, continuer pour devenir enseignant. Je n'ai pas eu, et je leur dis toujours, vous avez raté quelque chose, parce que ma vocation, c'est la transmission. Donc, du coup, je passe mon temps à dire, la fonction publique m'a rejeté, ils regretteront, et puis je continue sur un autre chemin. Donc, voilà que je rêvais être chef comptable comme mes amis de classe, être dans une entreprise où j'ai tout un parterre des petits comptables là que je coordonne et tout. Mais seulement la crise économique, à la faveur de la crise économique, je suis sortie de l'école et je n'avais pas ce que nous n'avions pas compté avec, c'est que ce domaine de la comptabilité là, ça ne se recrute pas forcément par compétence. La compétence seule ne suffit pas. Il faudrait beaucoup de gens, si vous observez dans des entreprises, il y a les affinités autres que la compétence qui fait que. Donc, dans les grandes entreprises, d'accord, mais dans les petites et moyennes entreprises, là, on aime prendre le comptable qui est de la famille. C'est d'abord la confiance. À qui on peut faire confiance. D'abord la confiance. La confiance avant la compétence. Ce qui fait que si on est orphelin social, comme nous autres étions, ce n'était pas pour demain qu'on se recrute, qu'on se fasse recruter pour faire exactement ce qu'on a fait à l'école. Donc, mon premier travail que j'ai eu était plutôt dans les assurances, je vais vous surprendre. Et quand j'étais dans les assurances, je devais prospecter, donc encore une fois la vente.
Et j'étais tellement à l'aise dans la prospection que j'avais tous les prix et tout, mais le métier ne nourrissait pas son homme de toutes les façons. Quand j'entre dans la compagnie d'assurance, on me dit non, tu vas faire d'abord l'assurance vie. Parce que c'était le morceau le plus dur. Et j'ai passé le temps à me crêper le chignon, à faire tout pour être premier agent en assurance vie. Et je l'ai été, mais seulement les primes de cela, je veux dire quoi, les commissions ne suivaient pas. Pourtant, à côté, il y avait l'assurance risque divers qui peut changer la vie de quelqu'un en une journée. Selon qu'on a déniché une flotte de voitures quelque part, ou même d'avions, pourquoi pas, donc à assurer. Et là, la commission devrait être consistante. Donc, ils étaient très malins d'exploiter notre jeunesse à faire les produits vie. Et quelques années plus tard, 3 ans dans les assurances m'ont suffi pour que j'ai l'honneur d'être pour la première fois employé dans le domaine que j'ai fait à l'école. Donc, une société de la place m'a recruté pour faire enfin la comptabilité. On peut la citer, cette société? J'ai dit, waouh, oui, bien, Soferco. C'était une entreprise import-export de matériaux de construction et tout ça. Mais seulement, là, dedans, il ne m'a pas pris comme vendeuse. Donc, désormais, je devrais faire la comptabilité. J'étais si joyeuse. Le salaire ne m'intéressait même pas. Le seul fait de savoir que je vais enfin faire ce que j'ai fait à l'école, il me suffisait pour que je fasse le meilleur de moi-même. Et cela n'aura duré que 3 ans pour que je sois remarquable dans l'organisation. Dans l'organisation, et c'est l'ami du patron qui m'a déniché cette fois-là. Dit, ce que tu as fait pour tel, je voudrais que tu le fasses pour moi aussi. Et c'était quoi que vous avez fait? J'ai organisé la comptabilité, je l'ai informatisé, j'ai formé les gens à pouvoir travailler dans l'outil informatique par rapport à cette comptabilité-là. Et désormais, je l'ai protégé sur le plan fiscal parce que en réalité, ce qui fait mal dans les entreprises, c'est le fait que la fiscalité vienne leur faire peur quelquefois. Donc j'étais un peu armée avec les bribes de la fiscalité que j'ai fait à l'école. J'ai défendu bec et ongle mon patron et du coup il se regaillardisait, il était content, il racontait à ses amis jusqu'à ce qu'un ami vient me dire ben il te paye même combien, puisque tout cela va se faire sans contrat de travail. Suivez mon regard, puisque on avait reçu de la personne la plus autorisée du Cameroun que étant donné la crise économique, c'est l'employeur et l'employé qui devraient maintenant négocier, ce qui fait que c'est une parole que jusqu'ici, je souhaite qu'on se dédise par rapport à ça parce que ça fait très mal. Les gens exploitent tellement les gens dans les entreprises. Vous pensez que l'emploi n'est pas suffisamment protégé? Oui, l'employé n'est pas jusqu'ici suffisamment protégé avec cette parole de chef de l'État où on permettait aux chefs d'entreprise. Ça veut dire que leur pouvoir financier, la dictature de l'argent faisait qu'ils recrutaient les gens, ils ne faisaient pas de contrats et on ne pouvait pas se plaindre parce que c'était comme si c'était une nature, c'était comme si c'était une règle. Donc, ce qui fait que quand celui-là va me demander, et celui-là, c'est le richissime Fokou, qui est aussi par ailleurs quincailler, et avant d'être autre chose dans la distribution que vous connaissez, je vais aller chez lui parce que je viendrai pour travailler sur le plan comptable comme je l'ai fait avec Soferco. Mais sur son invitation. Sur son invitation, bien entendu. Et il m'a ajouté quelques jetons sur ce que j'avais comme salaire, que je n'ose pas citer aujourd'hui parce que, et je dis, c'est l'élément le plus galvanisant n'est pas le montant d'un salaire, mais les conditions de travail et la reconnaissance. Quand quelqu'un reconnaît que vous avez fait quelque chose de bien, ça regaillardit. Alors, lui, il me dit, viens avec moi. Et il ouvrait une entité là-bas à la zone industrielle où je devais être comptable effectivement.
Mais seulement quand j'arrive, 2 semaines après, il y a eu coup de vol dans une de ces sociétés et du coup tout a bouleversé et ils voulaient un prêt-à-porter maintenant pour aller à Sofavin, représenter la région du littoral sud-ouest là-bas. Et pendant la réunion, il n'a pas hésité de me désigner pour que j'aille désormais être à Sofavin, pas plus pour être comptable, mais pour être chef d'agence. Et quand on dit chef d'agence, c'est beaucoup plus le commercial. Il ne savait pas qu'il me provoquait dans un domaine qui m'est naturel. Donc, je suis resté là-bas, chef d'agence sud. La carte de visite était fournie, hein, mais merci de ça. Mon Dieu, ça ne suivait pas toujours. Donc, je cherchais davantage. J'avais mon sac prêt à partir jusqu'à ce que, pendant que je suis chef d'agence Sofavin, je vais livrer au marché Mbopi, qui est le plus grand marché de la sous-région et que je souhaite. Parce que je ne suis pas sûre si les statistiques restent la même chose maintenant. Donc, c'est pendant que je fais mes visites clients, je fais mes recouvrements, parce que j'avais toute une équipe de près de 25 personnes sous mon contrôle, et je devais contrôler et livrer et faire des recouvrements et rendre compte à la direction générale qui était Yaoundé. Et du coup, quand j'arrive au marché Mbopi, je visite mes clients, je discute avec eux, je vois pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas tel produit, pourquoi est-ce que telle chose ne marche pas, et ainsi de suite. Et puis je faisais mes recouvrements. Il se pourrait que certains, en le faisant, soit chercher des prébendes ou rançonner, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je sais que ce qui me fait entrer dans le marché Mbopi, c'est mon patron du marché Mbopi qui me dit, Madame, depuis que les chefs d'agence circulent là-bas, je n'en ai pas encore vu comme vous. Je souhaite avoir quelqu'un comme vous. Si vous en connaissez, je voudrais travailler avec la personne. Je voudrais me faire recruter. Et recruter quelqu'un aussi dynamique que vous. Bon, mais moi, j'ai compris, puisque je n'avais toujours pas de contrat de travail avec l'autre. C'était une grosse tentation pour vous. C'était une grosse tentation. Et vous êtes tombé. Et un matin, je suis venu lui dire, je ne cherchais pas plutôt l'autre qui est comme moi. Moi-même, je suis disponible à condition que... Pour une fois, j'ai menti dans ma vie parce que j'ai horreur du mensonge, mais j'avais menti puisqu'il m'avait demandé qu'est-ce que tu touches là-bas pour travailler tant. J'ai un peu doublé, quoi. J'ai un peu doublé la mise et du coup, quand il a accepté, j'ai dit, waouh, je suis tombé dans le marché maintenant. Vous avez compris que vous valiez cela. Voilà. À la vérité. Je suis entré dans le marché maintenant pour être employé chez Bonvin, que j'aime citer, Zoko, Roitelet et Sébastien, qui est le patron pour moi, qui était le plus proche de moi, parce que la taille de son entreprise n'était pas les autres très grands, et j'étais donc au quotidien comme assistant de direction du patron. Et du coup, il m'a transmis ses valeurs morales. Il croyait beaucoup en Dieu, ce qui m'a plu. Il était presque le plus honnête des commerçants du marché Mbopi. Il ne pouvait pas mettre le faux chez lui. Et il ne pouvait pas. Bon, il était dur aussi, comme les autres patrons. C'est normal. Peut-être il faut être dur pour avoir de l'argent. Mais du coup, j'ai travaillé 2 ans. Première année, quand je suis venu, je lui ai dit, permets-moi de visiter toutes tes agences et de faire le diagnostic. Quand j'ai fait le diagnostic, j'ai dit, patron, il m'a recruté pour multiplier ses ventes. Je lui ai dit, patron, nous sommes un genre au pied d'argile. Si je continue à vous multiplier les ventes, je vois la rage qui vient de l'autre côté parce que le slogan étatique était qu'on fiscalise le secteur informel. Et je ne voyais pas cette sécurité-là sur le plan fiscal. Il fallait maintenant organiser des choses de manière à ce que n'importe quel inspecteur d'impôt ne vienne pas tout basculer avec le redressement. Je lui ai décliné mon identité de gestionnaire. Vous voulez que je vende, mais ça ne sert à rien de multiplier vos ventes alors que nous sommes fragiles sur le plan fiscal. Permettez-moi une fois de plus de faire ce que j'ai appris à l'école, ce que je sais faire. Et du coup, il m'a permis de faire encore la gestion. J'ai fini donc l'année qui était en cours, où j'ai déposé... Nous sommes en quelle année? Est-ce que vous pouvez le situer rapidement?
99. 98, 99. J'ai fini l'année qui était en cours et je lui ai présenté le bilan. Mais je ne pouvais rien lui demander par rapport à tout ça parce que il fallait que je prenne une année moi-même au début, que je pilote cette année-là sur le plan fiscal, sur le plan comptable, jusqu'à ce que je réponde à toutes les interpellations fiscales et puis à déposer le bilan à temps. Je l'ai fait. Et à ce moment-là, les choses vont peut-être se gâter parce que j'ai osé dire, patron, à ce moment, vous voyez la différence entre l'avant et l'après pendant que je suis là. Est-ce qu'on peut parler réellement salaire maintenant? Parce qu'en réalité, il faut être ambitieux, il faut se vendre cher, il faut prouver qu'on sait faire ce qu'on a à faire, mais il faut en même temps se vendre cher. Bon, du coup, l'ouvrier mérite son salaire, comme dit la parole de Dieu. Les parents, comme les patrons n'aiment pas trop cela, ça a commencé des petits querelles et puis tout ça, ça m'a donné paf l'idée de m'installer à mon compte. Pourquoi ça m'a donné l'idée de m'installer à mon compte? Parce que dès que je suis arrivé déjà, lui, patron, m'a fait le représenter dans le bureau de commerçants qui existait déjà. Donc les commerçants, c'est pas sous moi qui se sont organisés, ils étaient plus ou moins bien organisés avant. Mon patron faisait partie des membres du bureau des commerçants. Il m'a permis donc de le représenter. Et justement, je dis, à la faveur de cette pression fiscale qui venait à l'horizon et des dirigeants de l'époque de la fiscalité, parce que je rends toujours hommage à un régional comme Laurent Kodo, qui était à l'époque provincial, on appelait provincial des impôts, et qui avait vite perçu en moi celle qui peut faire l'interface entre les commerçants qui avaient la méconnaissance de la chose fiscale et les pouvoirs publics dont la pression venait d'une manière ou d'une autre, parce qu'il fallait, et là j'étais intermédiaire, je leur expliquais, ambassadeur. Voilà, ambassadeur. Et c'est là où certains commerçants, ma toute première boutique qui s'appelle Coffret dans le jargon du marché Mbopi, mon tout premier coffret que j'ai eu, c'est les autres membres du bureau, en dehors de mon patron bien entendu, les autres membres du bureau des commerçants qui ont dit, Madame Maguedjo, tel que vous nous êtes utile maintenant, vous êtes devenue presque notre porte-parole. Si un jour vous n'êtes plus avec votre patron, nous allons vous perdre. Il vaut mieux que vous obteniez comment on dit, le statut plus ou moins d'un commerçant. C'était tout petit comme ça, un petit coffret comme ça où j'ai obtenu un impôt libératoire et j'ai commencé par. Quand je n'ai pas pu m'entendre avec le patron sur le plan amélioration du salaire, j'ai donc fait un petit bureau dans le marché puisque le besoin s'offrait. Aujourd'hui, là, j'étais avec une fondation, j'ai exposé pour l'entrepreneuriat féminin. Je disais aux dames qu'il faut observer et saisir l'opportunité qui s'offre à vous. Que les conseils fiscaux... Identifier les besoins. Voilà, que les conseils fiscaux m'en pardonnent. Je n'en suis pas une, je ne peux pas nouer leur lacet, mais au moins l'occasion avait fait le larron. Et cette fois-là, il fallait que je fasse un bureau comme ça dans l'informel. Et désormais, je m'intéressais uniquement au débois des commerçants. Ah, donc vous deveniez là conseiller fiscal des commerçants de Mbopi. Oui, et comme ça, et qui s'alignait à ma porte, chacun avec un problème, parce que je disais que la pression était révélée. C'est cette année-là qu'on avait créé le centre 6 bis uniquement pour fiscaliser ce Mbopi, qui était vraiment le plus grand marché de l'Afrique centrale, mais le plus moins fiscalisé. En ce moment, donc, du coup, permettez s'il vous plaît, en ce moment, est-ce que vous gardez toujours votre relation avec Monsieur Kodo comme intermédiaire? Bon, il n'est plus aux affaires. Je crois qu'il aurait pris sa retraite parce qu'après ça, comme les fonctionnaires, ça se mute. Les autres, je pense que la question aurait pu être, est-ce que vous avez encore les mêmes types de rapports avec les autres régionaux? En ce moment-là, au moment où vous prenez votre petit bureau. Il n'était même plus, quand je prenais mon bureau à Mbopi, il n'était même plus. Vous avez toujours une bonne relation avec les impôts quand même? Bonne relation, non. Au contraire, j'étais plutôt une des personnes qui... Parce que l'objectif, c'était que... Mon slogan était que si un impôt réussit à fermer un commerce,
ça veut dire que l'impôt était mal calculé. Parce que c'est des lois minutieusement calculées, c'est une portion du revenu. L'impôt devrait être selon les capacités contributives de chacun. On ne peut pas vous demander un impôt qui absorbe votre capital. Ce n'est pas faisable. Ça veut dire qu'il y a un malin qui s'est insinué quelque part. Et vous en connaissiez des commerces qui fermaient à cause de l'impôt? Bien sûr que oui. Les gens sont morts en Mbopi à cause de l'impôt. Je dis mort physique, mourir. Oui? Parce que quand eux, ils faisaient ce qu'ils appelaient les redressements là, les papas qui n'en pouvaient pas et qui n'ont pas vécu cette période de pression fiscale, on venait leur demander de donner des notifications de redressement. Je pense que c'est avec ça que j'ai gagné la confiance des commerçants de Mbopi. Et puis, du coup, on dit on a redressé tel commerçant à concurrent de 100 millions de... Pourtant, il n'a même pas le capital de 5 millions. C'est irréaliste. Et du coup, mon discours était par rapport aux commerçants que ne vous effrayez plus par rapport à ça. Lisez bien leur écrit là. Ça commence toujours par sauf erreur ou omission de notre part. Pour moi, il y a toujours erreur, il y a toujours omission. Donc, cherchez plutôt à garder vos justificatifs parce que à la fin, un impôt ne peut pas être supérieur aux capacités contributives de chacun. Et du coup, on se justifiait. J'écrivais des notes pour répondre à ces notifications-là pour les commerçants quand quelqu'un avait... Du coup, même le stress s'était estompé. Rien qu'à l'idée qu'ils ont une fille... ou alors une maman, parce que dès mon jeune âge, je suis maman des commerçants, qui va peut-être lire et leur interpréter ça, et leur dire n'ayez pas peur, ça soignait le psychique du commerçant, parce qu'on a besoin de cette paix. Alice Magadjo, est-ce que cette consultation-là a été rémunérée au marché? Bien sûr que oui, quand je vous ai dit, j'ai pris un bureau, et j'avais ma consultation, hein, il y avait même le prix de la consultation. C'était combien? 3 000 francs. 3 000 francs par 3 000 francs. Donc, quand un commerçant, et je dis tellement il y avait cette pression bête, parce que, une pression, parce que l'État peut dire une chose, mais les agents verraient en profiter pour tordre le cou aux commerçants. Et du coup, c'est tout le monde qui avait ce genre de notifications, notamment aux commerçants prétentieuses, et puis les commerçants, puisque tout le monde voulait profiter de l'ignorance des commerçants. C'est pour ça que je vous disais que hier encore, c'était un métier qui ne recrutait que ceux qui ne sont pas confortables intellectuellement. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. Mais à l'époque, effectivement, c'était le cas. Donc, plus on n'a pas été à l'école, plus on a peur de ces gens-là, alors qu'on peut se justifier et les démonter. Donc, du coup, on s'alignait à ma porte pour que je dise, n'aie pas peur, je vais leur écrire, je vais répondre. Et débrouillez-vous plutôt à me donner tel papier, tel justificatif, telle chose. Est-ce que vous avez un stock? Est-ce que vous pouvez évaluer votre stock? Si vous avez un stock, demandons-leur même qu'ils viennent nous compter le stock, qu'ils le fassent même en multipliant pour voir que ce n'est pas réaliste ce qu'ils viennent de vous demander. Et du coup, certaines notifications de 50 millions finissaient par être soldées avec 500 000, avec 1 million de redressement, selon qu'on a justifié et qu'à un moment donné, il y ait une partie non justifiable. Grâce à un travail qui ne valait que 3 000 francs. Oui, bon, après coup, il y a des gens qui sont satisfaits. Je crois que ma vie est faite des cadeaux. Je dis que depuis que je suis à la tête des commerçants, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, il n'y a pas de métier sans rémunération. Quand vous avez bien fait ce que vous avez à faire, la rémunération suit. Il y a des gens satisfaits, il y a certainement une panoplie d'ingrats, mais les gens qui sont satisfaits, qui ne sont pas des milliers, mais qui parfois, je me rappelle qu'il y a un papa, que je peux citer le nom, monsieur, comment on l'appelle encore, Ngako. Monsieur Ngako, il est encore commerçant au marché Mbopi. Quand j'avais résolu son problème d'impôt, un jour il m'a dit, ma fille vient, je suis venue, il m'a tendu une enveloppe
1 million. C'était la première fois que je pouvais avoir une cagnotte d'1 million à la fois. C'est l'ensemble de tout ça qui constitue mon capital. Donc, tous les 3000 qu'on me consultait, on donnait là, j'achetais quelque chose et je déposais dans mon coffret au fur et à mesure. C'est comme ça que je glisse pour devenir commerçant. Et un jour, en 2002, vers la fin 2002, la boutique que j'occupe aujourd'hui, au passage comme ça, le couloir n'était pas assez viabilisé, mais ce papa que j'affectionne aussi bien, l'ancien président de l'époque, Papa Njikam, était décédé. De votre syndicat? Et de l'association des commerçants du marché Mbopi. Parce que je vous ai dit que je suis sur 2 entités des commerçants. Il y a l'association ASCODIM, qui est l'association des commerçants dynamiques du marché Mbopi. Donc quand je suis à l'intérieur du marché Mbopi, je parle à ASCODIM. SICODEF traite les problèmes d'envergure propres à tous les commerçants à la fois, qui peuvent venir d'un marché ou de l'autre par écrit. Quand un marché a un souci et qu'il doit contacter le syndicat, on nous notifie et on traite le dossier maintenant. On parlera du SICODEF. Alors, nous sommes enfin à l'heure de votre propre installation en tant que commerçante au marché. Tout ça, ça m'a aidé donc à m'installer comme commerçant. Et un jour, j'ai eu l'honneur d'avoir cette boutique-là. Je disais tantôt que c'est parce que le papa Njikam, qui était le président du marché à l'époque, était décédé et que sa famille, sa succession a divisé son grand espace qu'il avait. Et j'ai pris l'arrière de ça. C'est là où je suis commerçante aujourd'hui. Depuis 2002 que j'ai fait ma patente, j'y suis. Et qu'est-ce que vous vendez dans votre commerce? C'est un commerce général, comme son nom l'indique. Je vends et les produits d'entretien et les produits alimentaires, quelquefois la boisson, donc commerce général. Je vends tout ce qui est licite et tout ce qui est vendable. Alice Mersan rencontre dans le théâtre de leur travail. Il y a ce problème des agents véreux qui viennent profiter de l'ignorance des commerçants d'une manière ou d'une autre. Ça se fait dans tous les marchés. Dans les plus petits marchés, on a la mairie qui les persécute au quotidien. Cette histoire de l'OTVP, je prends que cet exemple. C'est-à-dire occupation temporaire de la voie publique. Mais est-ce qu'on peut être temporaire et permanent? Un commerçant qui est dans sa boutique permanemment depuis des années, on lui parle de temporaire. Donc c'est déjà une grosse arnaque. Et puis il y a ces gens, vous voyez l'exemple de ce que les gars mettent les sandalettes pour tirer les motos en route et tout ça. C'est les mêmes gammes de personnes qui rentrent pour vouloir contrôler les commerçants. Et généralement c'est ces abus-là pour ce qui concerne les collectivités. Pour ce qui concerne les impôts, ils ont le spectre, et je rends grâce au directeur actuel des impôts, avec le ministre, qui sont en train de cheminer ministre du Commerce? Non, ministre des Finances, je parle des impôts, qui sont en train de dématérialiser. Parce qu'en réalité, le véritable problème des commerçants, c'était de pouvoir payer la cagnotte. Le commerçant va vous dire, les impôts vont me tuer. J'ai tellement payé les impôts. Mais l'État du Cameroun va dire les commerçants ne payent pas les impôts. Entre ce que le gars débourse et ce qui atterrit dans la caisse de l'État, il y a les hommes en cravate comme vous qui récupèrent le reste et sous le regard bienveillant des autorités. Parce qu'on sait... Madame Alice Magadio, les hommes en cravate ne sont pas tous administrateurs ou fonctionnaires. Il y en a même des musiciens. Ils viennent avec les cravates, parfois avec des mallettes, et ils n'ont pas l'ordre de mission. Et du coup, mes pauvres commerçants tremblent, et certains sont allés jusqu'à tirer les caisses, même prendre eux-mêmes l'argent dans les caisses des commerçants. On en a eu comme ça. Donc il y a cet éternel problème de rapport entre les agents des impôts. Je ne vais pas dire la fiscalité, je pèse mes mots. La fiscalité camerounaise est minuscule. Elle est d'ailleurs calquée sur la fiscalité française. Donc si ce n'était que des lois fiscales, elles ne pouvaient pas faire mal aux commerçants. Mais on vous dit, vous allez payer les impôts, ils vous disent,
allez revenir, allez revenir, allez revenir jusqu'à ce que vous vous fatiguez. C'est vous-même qui lui proposez que je te donne quoi pour avoir la paix. Et du coup, il va dire, c'est toi qui as donné. Hein. Donc, vous comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous donnez quand même. Ça fonctionnait jusqu'à... Mais on donne pour avoir la paix. Est-ce que vous êtes obligé de croyez? le faire? On te sort un gros français. Les Magajo sont rares. Parce que quand c'est moi, je peux peut-être poser des questions, quitte à ce qu'on fait ma boutique pendant 18 mois, vous l'avez appris peut-être. Donc, mais très peu sont des gens qui se défendent. Ils achètent leur tête avec l'argent. Je disais que je rendais grâce au directeur actuel des impôts parce qu'ils ont amené le système de dématérialisation et qui est en train de qui consiste en quoi? À ne plus payer les impôts au centre des impôts. On peut le faire, on doit même le faire par Internet. à partir de son téléphone chez soi. Et du coup, je vous jure que c'est un bouffée d'oxygène que, bon, en attendant qu'ils développent d'autres mécanismes, parce qu'ils ne vont pas s'avouer vaincus, hein, il y en a toujours qui trouvent les moyens pour revenir comme ça là, et en attendant aussi que les commerçants intègrent la donne, puisque beaucoup ne comprennent même pas le virtuel là. Ils savent il y en a pas, qui ils ont vont des toujours gros téléphones, mais ils ne savent pas. Il y en a qui vont toujours payer. Il y en a toujours qui viennent même toquer à leur porte pour dire que le diable me voici qui arrive. Donc les problèmes des commerçants étaient ces agents véreux là. Il y en a quelques-uns qui font la fierté hein, des impôts. de nos combats, parce que ce sont eux souvent que j'ai souvent invité en début d'année pour pouvoir expliquer les mécanismes du changement, de ce qui a changé dans la loi de finances nous concernant. Donc, il y a l'éternel commerce. Ces gens-là, j'espère qu'ils sont en train de me suivre, les contrôleurs des prix là. Les contrôleurs des prix là, je pense que pour eux, ils ne veulent même pas que les gens soient en règle. Parce que qu'est-ce qu'on contrôle à longueur de journée et c'est toujours la même chose. Ça veut dire que entre les commerçants et les contrôleurs, la corruption a pourri les relations. Quelle est leur mission, les contrôleurs de prix? Dans les normes. En principe, dans les normes, effectivement, on devait contrôler uniquement l'affichage des prix, le marché étant libéral. C'est-à-dire obligé. Bon, on est obligé d'afficher les prix pour que vous, qui êtes profane, entre guillemets, qui vient pour acheter un bien, si Magajo a affiché pour ce téléphone 50 000 francs et que mon voisin a le même téléphone, il affiche 45 000 francs, que vous soyez libre d'acheter chez celui le mieux offrant parce que le marché est libéral. Donc, à quelques exceptions près des produits homologués par l'État. Et donc la loi oblige d'afficher les prix. Oui, la loi oblige l'affichage des prix. Mais alors, affichez alors. Affichez et si vous sortez dans les mains de ces gens-là. Affichez jusqu'à vous partez même au magasin afficher. Ils vont regarder jusqu'à ce que quand vous avez 5 sacs de riz et que le prix est affiché sur le sac qui est au-dessus, ils vont aller en deçà dire que ce sac-là n'a pas le prix et ils commencent à écrire. Et quand il écrit, le cœur des commerçants bat. Et du coup, il dit, on fait comment? Donc, parce qu'on fait comment? Puisque j'ai beau dire aux commerçants que laissez qu'ils écrivent, prenez, et puis ils vous convoquent, vous partez là-bas avec les pièces que vous partez. Le mécanisme, c'est que si vous partez aujourd'hui, vous allez partir à 8 heures, on ne peut même pas vous recevoir jusqu'à 16 heures. Vous revenez demain encore jusqu'à ce que vous-même vous constatez que mieux, j'aurais donné les 10 000 là pour rester dans ma boutique. Donc voilà les problèmes des commerçants et nous discutons tous les jours pour limiter le dégât. Parce que quand c'est le cas et que nous parvenons à mettre main sur quelqu'un d'autre, on va vers le délégué régional, pourquoi pas chez le ministre, puisque nous collaborons aussi avec lui pour dire que vos gens ont fait encore fort dans tel marché. Donc c'est le combat de longue haleine. Alors, si je comprends bien, le problème du commerçant, ce n'est pas la difficulté à trouver le client, mais c'est plutôt la difficulté à faire face à l'administration publique. Malheureusement, dans notre pays, il y a trop de gâchis de temps. Moi, je pouvais bien qu'on ait programmé être émergent à l'horizon 2035. Mais si on continue, si toutes choses restent égales par ailleurs, même en 2135, on ne pourra pas émerger. Parce qu'on perd plus du temps, le temps qu'on devait gagner à développer ce pays, à résoudre les problèmes et des problèmes d'impunité. Parce que si
à Yaoundé. Si Yaoundé pêchait quelques-uns, les punissait comme il faut, peut-être les autres devaient se ranger. Tout se passe comme si... Qu'est-ce que votre syndicat fait pour mettre fin à cette tracasserie-là? Comment vous vous organisez? Mettre fin, je vais dire que c'est une prétention si je crois que je peux mettre fin, mais toujours est-il que nous dénonçons. Nous dénonçons aux autorités. Je dis, il y a certaines autorités qui font la fierté de nos combats. Il y a des autorités à qui, quand on vient exposer le problème, ils frappent la main sur la table et ça recule pour un temps. Vous en connaissez une autorité qui vous a aidé à résoudre un problème? Le ministre de Commerce, tout le temps qu'on l'a interpellé par rapport à un écart de comportement d'un agent, fut-il responsable, a toujours réagi et tout le monde a su. Et parfois, eux, ils viennent sur le terrain. Et les autorités des impôts, même d'ailleurs, il y a quelques années, on a changé tous les 14 chefs de centre des impôts du littoral. SICODEF avait beaucoup œuvré dans ce changement-là parce qu'à un moment donné, c'était... Moi, je me demande comment qu'est-ce qu'on leur dit quand on les envoie en mission. Peut-être tous c'était comme les enfants de même père. Si vous voyez comment est-ce que les Benskiners sont en route là, ils font exactement tous la même chose là. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnaient à un moment donné. Dans les marchés. Pas de crainte de Dieu, pas de crainte de l'État, pas de crainte de la loi et tout ça. Mais on avait réussi à marteler jusqu'à ce qu'on ait changé 14 chefs de centre à la fois. Donc c'est un espoir ça. Hein. C'est un espoir. Bon, quand même, les autorités comme l'ancien chef de, comment on dit, ministre du Travail, a quand même médaillé pour la première fois plus de 500 commerçants du secteur informel, du secteur dit informel, parce que quand on nous colle même l'étiquette d'informel, là, je me demande où ça part d'où. Oui, il y a une dose d'informel. Mais depuis mai 2002 que j'ai fait ma première patente, je dépose le bilan toute année, mais appelle informel, j'accepte, oui, si c'est ce qui les plaît. Mais je dis qu'il y a des autorités qui font la fierté de notre combat. Il y a un sous-préfet qui est aujourd'hui préfet dans le Nord. Comment est-ce qu'il s'appelait? Et quoi Mbarga. Voilà un administrateur qui s'est donné bec et ongle pour pouvoir comprendre. Même le gouverneur actuel du littoral, du sud-ouest. Sud-ouest, ouais. Oh, quand il était préfet ici, il avait pris bras le corps le problème des commerçants. Il avait très bien compris le problème des commerçants. Les autres fins n'est pas comprendre parce que pour le problème d'intérêt, c'est mitigeux et comme ça. Mais celui-là avait compris et avait frappé, quitte à ce que ça lui a valu son désaccord avec le délégué du gouvernement tout ce temps-là. Mais il avait son autorité et il était la tutelle du délégué du gouvernement et il était fier de le rappeler et il disait qu'une ville de Douala ne peut pas fonctionner avec des commerçants qui sont en train de pleurer, c'est pas possible. Donc lui, à chaque fois qu'on posait un problème des marchés, quitte à ce que ce soit à son niveau, parce qu'il y a des problèmes, il va faire ses notes, il va écrire à Yaoundé, on va achever, et puis après, c'est un combat de longue haleine. Vous ne connaissez pas les mêmes faveurs avec l'actuel gouverneur? Et on ne parle pas des cordées dans la maison d'un pendu. De toute façon, j'aime pas parler, j'aime pas citer les contemporains, ça sert à rien. Donc, il fait ce qu'il peut faire à son niveau et plus on aura un problème à résoudre. Notre problème, c'est de dénoncer, c'est d'écrire aux autorités et que là où il y aura goulot d'étranglement, chacun répondra. Si ce n'est sur cette terre, ce sera au-delà, parce que je crois fermement que un jour, Dieu posera la question à chacun. À défaut d'avoir l'oreille des autorités, est-ce que les hommes politiques, eux, ils vous assistent quand même votre combat? C'est terrible. Moi, je ne veux pas parler de mes amis là parce que je ne les comprends même pas. Puisque parfois on leur donne du pain béni sur un plateau en or pour qu'ils saisissent l'occasion, c'est toujours difficile. Donc, dans la politique, soyez explicite. Ce que être quel pain béni, par exemple? Dire que, un exemple de pain béni. Je vais dire que, je prends un exemple. Peut-être ce sera facile à comprendre.
Quand Robin Kili, ministre de son État, consent donner des médailles aux commerçants, ni moi, ni les commerçants, encore moins certains sous-préfets, parce que les sous-préfets ont écrit pour dire que Maguedjo a arnaqué les gens, donc ne connaissaient que c'est nous-mêmes qui devrons acheter nos médailles. Quand Maguedjo choisissait les gens, les récipiendaires, j'ignorais tout de ce que les médailles s'achètent et s'achètent cher. Quand on va m'expliquer, je vais comprendre. Et certains tarderont à comprendre. Si dans les entreprises privées, quelqu'un travaille 10 ans, il a droit à sa médaille d'argent. Il travaille 15 ans, il a droit à sa médaille d'or de vermeil. À 25 ans, il a droit à sa médaille d'or. Parce que dès sa solde, on contribue pour ça. C'est pour ça que ça devient un devoir pour son employeur de lui donner ces médailles-là. Et nous sommes des auto-employeurs. Comment est-ce que ça va se passer? Quand je prends les femmes qui taillent les coques au marché, je dis qu'elles l'ont fait pendant 40 ans. Monsieur le ministre, donnez-leur les médailles. Parce que ces mamans ont vendu ces condiments pendant 40 ans et a fait des enfants qui sont médecins aujourd'hui. Vous pensez que le travail, c'est quoi? C'est aller à un 20 mai, que les femmes bombent la poitrine, on leur appose les médailles sans savoir où est-ce qu'ils travaillent. Voilà les vrais travailleurs, c'est la base là. Et ces arguments massus ont permis au ministre de l'époque et le gouverneur Fayango de consentir nous donner ces médailles-là. Maintenant, quand les arrêtés sont sortis, on me les a accompagnés avec une facture pro forma de 27 millions. Il fallait acheter les médailles. Le syndicat n'a pas de fonds. Comment je vais faire, Maguedjo? Qui m'a demandé de passer par ce chemin-là? Si certains commerçants pouvaient acheter leurs médailles, d'autres ne pouvaient pas. Or, j'ai regardé les hommes politiques. J'ai dit, saisissez donc l'occasion. Tout le monde est commerçant à Douala. Aidez-nous à acheter les médailles ici pour les cas sociaux. Mais aucun homme politique n'a réagi. Il a fallu la bénédiction du ciel pour que je dise, oui, vous, les commerçants du marché Mopila, même si les médailles coûtent 150 000, bon, en arrondi, puisque c'est quand même 27 000 et poussières, une seule médaille et tout ça, il y en avait qui avaient 3 à la fois. Si j'arrondis à 100 000 les médailles, alors vous allez payer double pour que je puisse donner les médailles à cette femme du marché PK14, du marché Youpoué, qui vend les poissons fumés et qui ne peut pas avoir pour capital 100 000 et qui doit acheter ces médailles. Donc il a fallu jongler comme ça pour que la moitié, presque la moitié, enfin les deux, je vais dire quoi, les 3/5 prennent les médailles parce qu'il y a encore un partel qui n'ont pas pu jusqu'ici. Or, pendant ce temps, les autorités qui eux aussi n'en savaient rien, c'est les sous-préfets qui faisaient des notes au ministre pour dire Maguedjo est en train de vendre les médailles à Douala. Et puis on me jette en pâture comme ça. J'ai dit que ouais, l'ignorance, ce n'est pas seulement les commerçants qui sont ignorants. Tout le monde devrait s'informer dans chaque domaine. Les autorités et aussi. j'ai dit, les autorités aussi. J'ai dit, c'est de learning by doing. J'admets que je ne connais pas et je cherche à connaître, comme ce philosophe qui a dit, ce que je sais et que je ne sais rien. Alors, quel est le pain béni que vous parlez? Le pain béni aux hommes politiques. Le pain béni, politiques. c'était qu'on demandait aux hommes politiques de financer ces médailles-là, le reste qui ne coûtait même pas 10 millions. Quelqu'un, vous pensez que si un homme politique, à l'époque, j'avais mon regard sur ma mère de Douala 5e et le reste, les autres. S'il l'avait fait, il devrait avoir à jamais le cœur des commerçants. Que le jour de ce grand événement, le plus grand que j'estime qu'on a fait avec les commerçants, parce que Youpo était tellement plein et la place du défilé là était tellement plein que celui-là, qu'on dise dans le micro que c'est tel homme politique qui a offert gracieusement ces médailles aux commerçants. Et je pense qu'ils devraient gagner leur cœur à jamais. Aujourd'hui, on n'a pas de lampe, on n'a pas d'électricité, aucun homme politique. Le pain béni, c'est que voilà les problèmes sociaux que chaque homme politique devrait saisir pour en faire sien. Est-ce que vous arrivez à la conclusion que les hommes politiques ne s'intéressent pas aux commerçants?
Oui, peut-être pas aux commerçants, mais peut-être pas à beaucoup de choses à la fois. Je me demande comment est-ce qu'ils font de la politique sans s'intéresser à la majorité des gens. Et puis, bon, peut-être qu'ils gagneront toujours les élections. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, la politique, c'est pas mes dada. Alors, est-ce que, avec plus de 45 000 personnes derrière vous, vous avez souvent reçu les mains tendues des hommes politiques? Je veux dire, en tant qu'individu, vous faites coopter dans un mouvement ou dans un autre, ça vous est arrivé quand même? Oui, mais je ne cite pas des contemporains, je ne vais pas citer, je me refuse de le faire. J'ai les mains tendues de tous les côtés. Mais je pense que si je dois être utile à mon pays, il vaut mieux que la société civile existe aussi. Parce que mon slogan, c'est que mettez qui vous voulez au pouvoir, pourvu qu'il améliore les conditions de vie des citoyens. Ça veut dire que je suis comme une opposante à vie, opposant à celui qui n'aura pas bien fait. Parce que quand quelqu'un fait bien, je le dis, et j'acclame, fut-il de quel parti, si quelqu'un fait bien, donc, et puis se confiner dans la discipline du parti, qui va vouloir qu'on dise quelquefois que c'est blanc alors que c'est noir. Donc, ça me ressemble pas. Si j'y vais, ils vont me punir le même jour. Alice